Bonjour Gérard Filoche. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous accueillir chez vous. Avec plaisir. Faut-il encore vous présenter? On vous connaît surtout pour votre engagement en faveur des droits des salariés, d'abord comme inspecteur du travail, mais aussi comme syndicaliste, et aussi comme auteur, puisque vous avez publié une dizaine d'ouvrages qui donnent les clés de compréhension au plus grand nombre, notamment sur le droit du travail, qui ne doit pas être une affaire d'experts, dites-vous. On va revenir sur l'actualité dans un instant, mais d'abord, quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui, Gérard Filoche? Celui du salariat. Ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre, qui produisent l'essentiel des richesses de ce pays et qui n'en reçoivent pas la part qu'ils méritent. D'abord eux. D'abord eux. Alors on est dans une période où on a l'impression qu'on va revivre l'époque de l'année dernière, au moment de la loi travail. Quel bilan vous avez tiré de la mobilisation contre la loi El Khomri? Une mobilisation remarquable. 3 500 000 personnes ont participé au moins à une des 14 manifestations. On avait 78% de l'opinion de la jeunesse avec nous, pratiquement plus de 80% de l'opinion du pays. Et le malheur, c'est qu'on n'a pas été entendu. C'est terrible parce que c'était un gouvernement de gauche. Comment ça va être avec ce gouvernement de droite? Les gens vont se dire, s'il est dans la rue, ça ne marche pas. Il faut occuper les entreprises. S'ils pensent ça, ils auront raison. Alors aujourd'hui, une nouvelle loi est en préparation. Les mêmes acteurs se retrouvent autour de la même table avec un Premier ministre de droite en plus. Qu'est-ce qui vous inquiète dans ce projet de loi? Tout. C'est la casse du Code du travail commencée par Mme El Khomri et M. Macron et M. Valls et M. Hollande. Ils font une contre-révolution. Le Code du travail, le droit du travail, c'est un droit de l'homme et de la femme au travail. C'est le droit, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration de Philadelphie, la Charte européenne des droits humains de 99. C'est quoi? C'est que le droit du travail s'oppose aux entreprises. Il n'est pas fait pour leur faire plaisir. Il n'est pas fait pour s'adapter aux besoins des entreprises. C'est les entreprises qui doivent s'adapter aux droits des humains qui travaillent. Donc il y a une différence fondamentale. Le jour où François Hollande a osé dire « Nous allons adapter le droit du travail aux besoins des entreprises ». En une phrase, il faisait une contre-révolution de 100 ans, puisque ça faisait 100 ans qu'on se battait pour que les entreprises respectent les humains. Vous dites aussi que le Code du travail ne sert pas à créer de l'emploi, mais à le protéger. Bien sûr. Moi, je peux vous expliquer combien, chaque fois que dans 30 ans d'inspection du travail, j'ai fait des contrôles, et quand je vous ai respecté le droit, ça provoquait forcément des embauches. Puisque le patronat qui fraude pour faire travailler plus les gens qui sont déjà là, et éviter d'en embaucher. Donc vous rétablissez du droit, vous rétablissez de l'embauche. Ah oui, mais on fait perdre des profits, c'est vrai. Et qu'est-ce qui peut créer de l'emploi aujourd'hui? Les 32 heures. Et attention, la réduction du temps de travail est inévitable, contrairement à tout ce qu'on nous dit. Il faut que les gens comprennent bien. Le travail est une comète en expansion infinie. Il y en a pour tout le monde, à condition de le partager. Même la numérisation créera bien sûr des emplois. Mais il faut comprendre, on passera à 32 heures, et un jour à 28 heures, et un jour à 24 heures. Parce que comme nous avons des naissances depuis l'an 2000, 850 000 naissances par an, et dans la décennie qui vient, il y a 400 000 demandeurs d'emploi, sans rien faire, spontanément chaque année. Il faut partager le travail. La transition écologique, les emplois verts, ça oui. fait partie du projet? Et oui, mais il faut contrôler les entreprises. Parce que ce qui est l'ennemi de l'écologie, c'est les entreprises libres. Volkswagen. Quand vous voyez la plus grande entreprise du monde qui fraude et qui pollue 48 000 morts par les particules fines, et Renault est pareil, et Fiat Chrysler est pareil. Donc il y a un problème pour ceux qui nous vantent les entreprises. Il faut les soumettre à contrôle public, contrôle des salariés et contrôle des usagers. Assez de dictateurs à la Martin Winterkorn ou à la Carlos Ghosn. Je vous posais la question des emplois verts parce que hier je recevais le directeur général de Greenpeace, Jean-François Juliard, et il posait la question, il vous demandait comment vous, en tant qu'inspecteur du travail, comme spécialiste aussi du droit du travail, les questions environnementales pourraient être intégrées davantage à la question du droit du travail. C'est important pour vous? Je viens de le dire clairement. C'est-à-dire qu'il faut un contrôle sur les entreprises. Les entreprises ne peuvent pas être des zones hors droit, comme le voudrait Macron. C'est un libertarien. Il voit la société par l'entreprise. Moi, je vois l'entreprise par l'intérêt général et la société. Il faut les soumettre, les entreprises. Il ne faut pas leur laisser la main libre, parce qu'elles ne feront que du mal à l'ensemble de l'humanité. Vous avez 58 multinationales en France qui torpillent à peu près 100 milliards au Luxembourg. Optimisation fiscale qu'ils disent. Mais c'est 100 milliards qui manquent à notre République. Et donc en vérité, les 58 multinationales elles devraient payer des impôts, au lieu qu'on leur enlève les impôts. Je parle de Total en premier. J'aime bien parler de Total. Et c'est 185 milliards le chiffre d'affaires de Total. Le budget de l'État en France est 300 milliards. Vous vous rendez compte, Total ne paye rien et sous aucun contrôle. C'est AZF qui a toujours pas été clarifié. C'est Erika, c'est la corruption, c'est l'Afrique. Et on laisse faire.
N'ayez pas confiance dans les entreprises. Contrôlez-les publiquement. Alors, hier et aujourd'hui, le président de la République recevait les partenaires sociaux pour évoquer les grandes lignes du projet de loi sur la nouvelle loi de réforme du Code du travail. Vous pensez que les partenaires sociaux, les syndicats, peuvent constituer un front pour lutter contre ce projet? Mais sans les syndicats, nous ne sommes rien. Tout le monde doit syndiquer. Il faut soutenir les syndicats. Il faut appuyer les syndicats. La CFDT semble dire qu'elle est ouverte à la discussion. FO aussi. J'ai bien compris que, comme d'habitude, il va y avoir des gens qui vont essayer de louvoyer pour se faire bien voir du MEDEF. Mais il faut que la base décide. C'est pour ça que je dis syndiquez-vous, unissez-vous et militez. Et je crois que la situation actuelle, il faut les menacer d'occupation des entreprises. Les manifs de rue ne suffiront pas avec ces gens-là. Ils écoutent quand on est en 36 ou quand on est en 68. Il faut un nouveau 36 ou un nouveau 68. C'est pas moi qui le déciderai, c'est pas un mot d'ordre. Mais les gens vont comprendre que si on les piétine, qu'on piétine leur code du travail, leur salaire, on le bloque pendant 3 ans, si on supprime 120 000 fonctionnaires, si on met un barème pour les prud'hommes, si on fait qu'il n'y ait plus d'état de droit dans les entreprises d'ordre public social, il faut qu'ils se défendent. À un moment donné, ça suffit, quoi. Il y a les syndicats, il y a aussi la mobilisation sociale, associative. Je pense notamment à l'expérience de Nuit debout. Vous pourriez espérer que justement une mobilisation comme celle de l'année dernière puisse reprendre. Ouais, mais j'aimerais mieux, je me répète, que les entreprises soient occupées plutôt que les places. Parce que les places, finalement, vous savez, Carlos Ghosn, il s'en fout. Mais si Peugeot, PSA, Renault, ils sont occupés, alors là, on se fera entendre. Alors avant le passage en force, si passage en force il y a, il y a les législatives. Pourquoi vous n'allez pas à la bataille des législatives, Gérard Filoche? Mais moi, comment vous dire, j'aurais pu, j'ai pensé à me présenter contre Valls, mais il y a déjà 5 candidats ou 6 candidats. Je voulais me présenter contre El Khomri, mais il y a 5 ou 6 candidats de gauche. C'est absurde d'avoir dans chaque circonscription 5 ou 6 candidats de gauche, sans avoir voulu faire un accord pour partager les circonscriptions. Pourquoi ils font ça, les petits partis, là, FI, etc. Pour avoir les sous. C'est-à-dire qu'ils veulent 1,79 € par voix de chaque candidat, mais pas que les candidats veulent se faire élire. On en est à ce point dramatique de la division de la gauche. C'est qu'on a eu un désastre le 23 avril. Là. On avait 2 candidats. Moi, je les aime tous les 2, mais c'est les plus bêtes du monde. Si c'était unis, on aurait gagné. Et maintenant, tout s'inscrit en désastre, parce que le désastre appelle le désastre, la division appelle la division. Et je le dis à tout le monde, jamais on s'en sortira sans unité. Alors pour l'instant, tout le monde dit c'est ta faute, t'avais qu'à pas, mort, néant, tout ce qu'on veut, cadavre, corbillard, etc., etc. Tout ça, c'est du pipeau. Tant qu'il n'y aura pas unité, la gauche n'existera pas. Allez, la gauche, c'est 19 partis, 8 syndicats, c'est un maillage du territoire, des élus, c'est pas les estrades, c'est pas les harangues. La gauche, c'est des millions d'humains qui doivent se rassembler. Et pour ça, il faut tricoter, il faut associer, il faut discuter. Ceux qui croient que c'est de la tampouille, c'est des absurdes. La gauche, c'est une somme d'efforts collectifs, des coups d'attention. C'est pas un chef, c'est pas un parti plébiscitaire, c'est pas un parti vertical, c'est pas un parti centraliste, c'est un parti multiple, pluraliste, démocratique, avec l'écoute de toutes les sensibilités. C'est ça la gauche. Vous aviez appelé, effectivement, vous étiez élevé justement pour proposer une union de la gauche entre Mélenchon, Hamon, Jadot. Là, dans le cadre de ces législatives, vous êtes un responsable politique, vous appelez à voter pour qui dans les circonscriptions? Alors moi, j'appelle à voter pour tous ceux qui sont clairement rose, rouge, vert et anti-Macron. Dès que vous voyez l'éthique Macron, ne votez pas. El Khomri, ne votez pas. Marisol Touraine, ne votez pas. Tous ceux qui mettent leur truc majorité présidentielle, ils soutiennent la droite. Donc il faut dégager la gauche, rose, rouge, vert, unie, indépendante de Macron, pour demain avoir, si possible, un groupe parlementaire qui corresponde à ça. Alors après les législatives, qu'est-ce qu'il faut faire à gauche, Gérard Filoche? Il est mort, le PS, il faut reconstruire avec qui? Non, la priorité est à la lutte sociale. Il n'est pas du tout sûr, vous savez, que ce Macron-là, pour moi, je ne digère pas qu'un trader, homme de cabinet, fasse un putsch et le réussisse dans un grand pays comme le nôtre, quoi. Je veux dire, appuyé par 95% des médias des 9 milliardaires, par le CAC 40 et le MEDEF, il nous ouvre fourgué un prédicateur évangéliste qui se prétend au centre. Le centre, ça n'existe pas. Vous savez, dans notre pays, il y a gauche et droite, et celui qui veut être au centre, il va faire plouf. Bon. Et donc forcément, c'est la lutte sociale, c'est ce qui correspond au salariat, le camp de la gauche qui compte. Et ça va peut-être ça va abréger son quinquennat, hein.
Parce qu'il n'y a pas de fatalité à ce qu'une expérience aussi surprenante, hétéroclite et bizarre dure très longtemps. Ça n'est pas très rationnel de penser qu'il va pouvoir casser notre droit du travail, supprimer le service public, enrichir encore plus la finance qu'il l'a fait roi. C'est pas très raisonnable de penser que ça va se passer comme ça sans vague sociale. Vous pensez que la gauche peut gouverner un jour? Vous êtes optimiste? Écoutez, elle a failli gouverner le 23 avril et le 7 mai. On n'a jamais été aussi bord de gagner, contrairement à ce que croient les gens. Si Hamon et Mélenchon s'étaient mis d'accord, on était entre 26,5 et 31,5% des voix au premier tour. On était au deuxième tour et on gagnait. Et à ce moment-là, on avait un gouvernement rouge, rose, vert. On avait à Hamon, Jadot, Mélenchon et Laurent. Vous vous rendez compte le coup de tonnerre, de bonheur que ça aurait été. J'en veux aux deux dirigeants de ne pas s'être mis d'accord. J'en veux d'avoir raté l'occasion. Parce qu'on me dit, Jean-Luc Mélenchon, mais on ne peut pas gagner seul. C'est pas des aventures individuelles. Faut regarder les gens, faut les écouter. Mais on aurait pu attendre que Benoît Hamon rejoigne la dynamique de la France Insoumise aussi. Mais jamais, ça n'aurait pas marché. Pourquoi? Parce qu'il y avait 2 400 000 voix pour Benoît Hamon. Ces gens-là, ils savaient bien quelle était la situation. Ils n'ont pas additionné leur voix à Mélenchon parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui. Il y en a 10 millions qui l'ont fait d'ailleurs. Mais les 2,4 millions qui manquaient, il fallait un accord politique pour les amener à voter. Les voix, à un certain moment donné, ça ne se transfère pas comme ça. Et même si Hamon avait dit « je me retire », les gens n'auraient pas voté sans accord politique. Jusqu'au bout, j'ai plaidé pour qu'il y ait un accord politique pour gagner. Jusqu'au bout, ils ont refusé. Et la défaite est de leur faute, elle est pas il y a des gens qui disent, oh oui, il suffisait qu'un monstre se retire, puis par la magie, la dynamique, la puissance, ça allait. Mais c'est pas comme ça, la politique. La politique, c'est des forces sociales, des cultures, et si on les associe pas, si on les additionne pas, si on passe pas d'accords politiques globaux, nets, sur plateforme, avec des projets de gouvernement, ça marche pas. Donc la reconstruction, elle passera sur le terrain de la mobilisation sociale. Évidemment, par la mobilisation sociale. Et puis tout le monde sera obligé de s'entendre. Il faut arrêter de dire, il y en a un qui est supérieur à l'autre. Et puis il faut arrêter aussi d'insulter les socialistes. Parce que les socialistes, c'est une grande histoire du pays, quand même. C'est des millions et des millions d'électeurs. Ils avaient tout en main en 2012. Tout. Donc des millions de gens avaient donné la majorité aux socialistes. Quand Cambadélis, il dit que probablement le nom va changer demain, vous pensez que c'est... Je le garderai si c'est ça. Jamais je laisserai partir le nom socialiste. D'accord? Et donc je suppose qu'il va reculer devant cette perspective. Mais le Parti socialiste avait tout. Bon, parce que les électeurs lui avaient donné. C'est Hollande qui a tout trahi, qui a tout cassé. C'est probablement des pires... Oui, c'est le pire quinquennat de l'histoire de la gauche depuis 100 ans. Il a désespéré des millions de gens, provoqué de la division, de l'amertume, des haines, parce qu'il donnait de l'argent au MEDEF au lieu de les donner à la fonction publique. Mais que je comprenne bien, il faut garder coûte que coûte le Parti socialiste? C'est pas dit coûte que coûte. Moi, je suis plutôt pour un... Théoriquement, ma position, c'est un grand parti unique de la gauche, unique, oui, avec toutes les tendances dedans, de la démocratie plurielle, où on peut ainsi discuter démocratiquement une sorte de vie qui permette d'avoir les meilleures solutions, parce qu'à ce moment-là, le programme, il est forcément au cœur de la gauche. Il ne peut pas être social-libéral, il ne peut pas être gauchiste, il faut qu'il rassemble. Donc il faut que ça écarte ce qui divise et que ça garde ce qui unit. Un grand parti de la gauche démocratique et pluriel, avec droite tendance, serait plutôt mon objectif, qui s'appelle socialiste. Moi, je suis anarchiste, socialiste, communiste et trotskiste. Alors, je n'ai pas de complexe, je peux expliquer longuement pourquoi avec une histoire de 55 ans de militantisme. Mais l'idée de l'unité de la gauche est nécessaire pour gagner, sinon, ça durera des années. Merci beaucoup Gérard Filoche. Demain, je recevrai Héloïse Marie. Elle préside le bureau d'accompagnement et d'accueil des migrants. C'est une féministe. Elle est très mobilisée sur les questions notamment de harcèlement à la Chapelle. Elle est aussi impliquée, je l'ai dit, dans le mouvement féministe et LGBTI. Vous avez une question pour elle? Oui, puisqu'elle parle des entreprises. Comment on va faire l'égalité salariale homme-femme, femme-homme? Parce que ça dure depuis des décennies et ça durera encore 250 ans. S'il n'y a pas des mesures concrètes qui contrôlent les entreprises, qui les y obligent et qui les sanctionnent. Alors comment elle voit ça? Très bien, je lui poserai la question. Merci beaucoup. C'est moi.